contacter Jim Le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com. Bonjour les petits loups. Comment allez-vous mes amis? Ça va? Bien? Vous êtes sûrs? Bon, tant mieux, parce que bon, ça risque de pas durer longtemps. Hein. Oh, ça y est, Jim, premier, il ouvre sa bouche, il est déjà négatif, il est déjà anxiogène, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mon Dieu! Mais quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre notre petit train-train quotidien? Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre notre petit... nos matchs de foot du samedi, machin, etc., du mercredi? Vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense, que je vous donne une réponse à cette question, vraiment? Pour ceux qui s'imaginent vraiment qu'ils vont reprendre leur petit train-train d'avant, vous y croyez sincèrement? Vraiment, vous croyez? Bon, bah écoutez, on va en parler. Hein. Alors, d'abord, je voulais réagir sur Kim Jong-un. On m'a dit, ouais, t'as vu, Jim, Kim Jong-un? S'il y a bien une chose dont je me contrefous, c'est bien Kim Jong-un. Bon, c'est quand même un chef d'État, bon. Mais j'en ai rien à secouer de Kim Jong-un. Rien. Voilà. Alors, il est mort, il est pas mort, on ne sait pas. Bon, aux dernières nouvelles, la rumeur, hein, il n'est pas mort. Séoul affirme le savoir vivant et en bonne santé, alors qu'il serait dans un état végétatif suite à une chirurgie cardiaque bâclée. Alors, deux choses. S'il a subi une chirurgie cardiaque bâclée et qu'il est en état végétatif, il risque pas d'être en bonne santé déjà, donc voilà. Et deuxièmement, j'aimerais pas être à la place du chirurgien qui lui a fait son opération cardiaque bâclée au moment où éventuellement il se réveillera. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, je m'en tamponne complètement. Je m'en fous littéralement. Voilà. Donc je vais pas aller allumer un cierge pour Kim Jong-un, je m'en tape. Alors pour Asselineau, pendant le live de dimanche, vous avez été nombreux à pas apprécier que je rigole des allégations qui courent au sein de l'UPR, moyennant les accusations, vous savez, d'attouchement de Asselineau sur les membres donc, de l'UPR, où je me suis permis de rigoler en extrapolant, en imaginant François ayant la main un peu baladeuse. Bon, j'avoue que c'est mon imagination qui me fait rire, c'est-à-dire c'est ce que j'imagine, les scènes. J'imagine pas Asselineau arriver dans le bureau d'un mec et lui glisser la main dans le froc. Je ne l'imagine pas. Ça me faisait rire. Pour ma part, je pense qu'Asselineau est innocent et que c'est un coup monté. C'est ce que je pense. Voilà. Je n'ai aucune preuve de ce que je dis, c'est juste un ressenti. Il n'empêche que ça me fait quand même marrer d'imaginer Asselineau rentrant dans un bureau et harcelant sexuellement des jeunes ou des jeunes mâles. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Alors s'il y en a qui ont été froissés, vexés, j'en ai rien à secouer aussi. Moi, ça me fait rire, point. Si ça vous fait pas rire, vous changez de chaîne, vous allez ailleurs. Voilà. Je vais pas commencer à changer mes habitudes parce que ça froisse des membres de l'UPR et des fans absolus d'Asselineau. Rien à foutre. Voilà. Votre susceptibilité sur Asselineau, je m'en tamponne. C'est clair? Voilà. Ça me fait marrer, point final. Si vous n'êtes pas content, vous partez de ma chaîne. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est marrant parce que les gens m'écrivent comme si j'étais un présentateur télé. Tu sais, Jean-Pierre Pernaut, tu vois. Tu sais, Jim, tu ne devrais pas porter du lunettes bleues, tu sais, tu ne devrais pas critiquer Asselineau, tu sais, tu ne devrais pas. Le tu ne devrais pas, encore une fois, vous n'êtes pas ma mère, vous le gardez. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je ris de ce que je veux, et j'insulte qui je veux. Voilà, et si ça vous plaît pas, au revoir, bye bye. Retournez chez Hanouna. Hanouna, il quitte TPMP, donc vous allez devoir vous trouver quelqu'un d'autre. Il y a Drucker, parfait Drucker. Il dit jamais un mot déplacé, Drucker. Jamais. Donc c'est super Drucker. Vous m'oubliez. Foutez-moi la paix. Je ne vais pas dire à chaque fois la même chose. Hein. Je ne vais pas faire mon sale gosse à chaque vidéo. Je suis un sale gosse. Voilà. Je suis un homme désobéissant et je suis un homme qui a toujours été à l'inverse des courants. C'est comme ça. Voilà. Alors, le gouvernement français autorise les industriels à modifier les ingrédients
hein, dans leurs emballages. Par exemple, je viens de me taper un paquet de curly. Ah bah c'est pas bien, Jim. Voilà, je fais ce que je veux, je suis en confinement. Et donc, apparemment, ils vont avoir le droit de modifier ce qu'il y a là-dedans sans le marquer derrière. C'est le gouvernement qui les autorise. On dit, ouais, on est en pénurie, vous pouvez foutre de la Morora, ou même, vous pouvez mettre du Rivotril à la place dans le Gervita, on vous dira rien. Hein, le Gervita qui est servi aux personnes âgées dans les hospices, bah, on va pouvoir les autoriser à mettre du Rivotril sans... Non, je déconne. Mais, disons, voilà, ils ont l'autorisation de foutre n'importe quoi sans que ça soit marqué sur l'étiquette, ce qui, bien entendu, est strictement interdit par, comment ça s'appelle, la défense des consommateurs, le Ligue de défense des consommateurs. Et je vous invite tous, sans exception, à saisir immédiatement cette association de défense des consommateurs pour porter plainte. Parce qu'on ne sait pas ce que ces salopards sont capables de nous foutre dans les paquets. Hein, je ne dis pas que tous les industriels sont des salopards, mais il y en a. Donc c'est quelque chose que je considère comme important, comme information. Ensuite, le conseil scientifique, alors le conseil scientifique, je ne sais pas lequel, aurait voulu qu'on attende jusqu'au mois de septembre. Le conseil scientifique souhaitait voir les établissements scolaires fermés jusqu'en septembre, hein, et non pas réouvert le 11 mai, ce qui ne sert strictement à rien, puisque le 11 mai, les gosses auront un mois d'école, et juste le temps de choper 2-3 saloperies, le coronavirus, et de le ramener à la maison en faisant la bise à papy-mamie. Hein, scandaleux. Donc bien entendu, je vous conseille, et c'est pas un conseil, c'est ne mettez pas vos enfants à l'école le 11 mai, c'est de la folie. De la folie. Voilà. Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Alors on nous apprend que Édouard Philippe, demain, hein, je crois que c'est le 28 avril, il veut commencer à parler de déconfinement. Ah, alhamdoulilah, il serait temps. Hein. Il serait peut-être temps. Alors, mais déconfinement pour qui? Pour les enfants? C'est-à-dire qu'on te dit que si tu sors, tu vas crever, mais on met les enfants en premier. En général, on dit pour vous sauver la vie, les femmes et les enfants d'abord. Là, c'est le contraire. C'est... Comment? Si on sort, on crève? Allez les enfants, à l'école. La belle-mère aussi. Tous ceux dont vous voulez vous débarrasser, on les fait sortir en premier, c'est ça? Il n'y a pas quelque chose qui fait tilt dans votre tête? Non? C'est normal. D'accord. Je continue alors. Hein. Je continue, c'est pas grave. Alors en France, on nous dit, hein, c'est encore une fois des médecins, on ne peut pas leur mettre leur parole en question, hein, il paraît que finalement, en réanimation, le taux de mortalité serait non pas de 10%, mais entre 30 et 40%. Alors, si tu arrives en réanimation, tu as une chance sur 3 d'y rester. Ah. C'est bizarre parce qu'aux États-Unis, il y a un collectif de médecins qui nous disent que c'est exactement le contraire. Enfin, pas en réanimation. Et ils nous disent que le coronavirus a moins de 0,1% de taux de mortalité. On est dans un sketch vivant, en fait, et c'est absolument du grand n'importe quoi de A à Z. Hein. On est en train de vous enfumer littéralement sur les chiffres, sur les effets du corona, sur sa dangerosité, sur sa non-dangerosité, sur l'importance du confinement, sur la non-importance du confinement, sur l'isolement, sur pas l'isolement. On est en train de vous diviser dans tous les sens pour que vous n'y compreniez plus rien. Bon, ça, c'est clair, c'est établi, on ne comprend plus rien. Est-ce que le confinement est pour tout le monde? Est-ce que les amendes pour ceux qui ne respectent pas le confinement sont également pour tout le monde? Visiblement non. Vous avez vu que, je ne vais pas remettre le tapis, je vais pas remettre, voilà, mais vous avez vu que dans les banlieues où c'est chaud, il n'y a pas d'amende. On les laisse même vous tirer dessus au mortier, il n'y a pas d'amende pour eux. Par contre, une petite vieille qui ne peut pas rentrer chez elle parce qu'elle est malade et qu'elle ne veut pas contaminer la famille et qu'elle est dehors, elle prend 130 € d'amende. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la division qui règne dans ce pays et qui fait qu'il n'y a absolument plus aucune unité nationale. Hein. Alors ça, tout ça, c'est voulu, bien sûr, par nos dirigeants successifs depuis des décennies. Mais voilà le résultat. On a une pauvre petite vieille au chômage, une petite vieille à la retraite, pardon, qui est malade et qui ne peut pas rentrer chez elle et qui se prend une prune. J'étais au bout de la digue quand 2 agents de la gendarmerie sont arrivés pour me verbaliser alors que je n'avais pas le droit. Je suis confinée là depuis le 17, alors que je suis en séjour depuis le 28 février et je voulais m'en aller. Hier, j'ai eu les gendarmes de Guilvinec
pour me raisonner dans le sens qu'il fallait que j'attende la fin, le déconfinement, le 11 mai, en n'étant pas sûre que j'allais partir. Je suis un peu en déprime parce que je voudrais rentrer chez moi, et pas trop en bonne santé non plus. Et pour me récompenser, on m'a verbalisé de 135 €, que j'ai dit que j'aurais du mal à payer. Ça, c'est le courage de la police nationale française et l'intelligence de la police nationale française. Bravo! Alors, non seulement on sait que la police touche des primes pour ceux qui ramènent un maximum d'amendes, on le sait, hein, bande d'enculés que vous êtes. Oui, là, carrément, s'il y a bien un sujet qui me rend barjot, c'est bien ça. Je ne supporte pas ça. La police est censée intégrer, est censée représenter l'intégration morale, l'intégrité morale, pardon. Est censée représenter la moralité, c'est-à-dire être capable de savoir quand et pourquoi mettre une amende à quelqu'un qui est dans une difficulté. On va pas mettre une prune à une vieille dame qui est déjà malade et qui peut pas rentrer chez elle alors qu'elle est dehors. On va pas lui mettre une prune parce qu'elle peut pas rentrer chez elle. Ça, c'est amoral totalement et c'est scandaleux, quoi. Pendant que à côté de ça, encore une fois, dans les cités où ça crame, on les laisse faire des barbecues à l'extérieur sans aller leur mettre voilà, on n'y va pas, on a ordre du gouvernement de pas y aller. C'est la France. C'est l'illogisme de la France si on part du principe que le gouvernement fait tout pour protéger sa population. Si on avait un tel gouvernement, libérer des détenus dangereux, c'est totalement illogique. Maintenant, si on part du principe que notre gouvernement, au contraire, fait tout pour mettre les Français en danger, alors oui, c'est logique. Dans ces cas-là, oui, on laisse les banlieues s'embraser, comme c'est le cas dès qu'il y a 3 flics qui débarquent, et on met des amendes aux petites vieilles, ou aux automobilistes qui ont roulé à 52 au lieu de 50. Oh, c'est courageux de la part de la police. Tu sais, t'es au volant, tu roules à 50, t'es en ville, et d'un coup tu reçois un appel hyper urgent parce que ta maman, ou ta femme, ou ton enfant vient d'avoir un accident, et que merde, vite, ah oui, il faut que je te rejoigne à l'hôpital, tu te fais arrêter par un flic qui te met une prune parce que t'étais au téléphone. Hein, ça m'est arrivé, ça. Alors ne me dites pas, ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas systématiquement en train de taper sur les gens de banlieue, moi j'en viens, je suis quelqu'un qui vient de la banlieue, hein. Je suis une caïra quelque part. Je suis une caïra de la pensée, puisque je ne vais jamais dans le courant, voilà, donc je suis contre-courant, donc fatalement, je suis une caïra de la pensée. Je n'ai rien contre les gens qui vivent en banlieue, arrêtez de vous mettre ça dans la tête, c'est faux, hein, mais il faut appeler un chat, un délinquant est un délinquant, quand il est dangereux, voilà, c'est tout, hein. Maintenant, je ne suis pas du genre à prendre la défense de la police systématiquement, loin de là, hein, très loin de là. Il y a des scandales. Alors d'abord, primo, bien sûr, je ne vais pas revenir sur le comportement des policiers avec les gilets jaunes, qui a été absolument agerbé de A à Z, et on s'est dit peut-être que cette leçon va servir aux policiers pour qu'ils fassent un peu leur auto-analyse, leur autocritique, et peut-être qu'ils vont faire un peu leur mea culpa, et qu'ils vont peut-être se dire merde, on a été un peu fort, on obéit peut-être un petit peu trop à un système qui semble quand même assez bizarre, hein, qui nous demande de taper sur les gens quand même. La police devrait se dire quand même, moi je ne suis pas engagé pour taper sur les Français quand même. Parce que bon, on va dans une cité, on est 2 contre 30, on nous dit partez parce que sinon vous allez vous faire exploser, bon ben là on comprend. Mais c'est quand même des délinquants quand même dans les cités, on n'a pas le droit de les taper, on est obligé de partir. Bon, bah, ça se comprend, hein, parce que bon, on va en prendre plein la gueule. Par contre, on nous met face à des gilets jaunes, c'est des gens... quand même, c'est des pères de famille, c'est des gens honnêtes, qui n'ont jamais volé personne, qui ne brûlent pas les voitures le 31 décembre. C'est pas des gens qui foutent le feu aux écoles, c'est pas des gens qui tirent au mortier sur nous, sur les policiers. Alors, mais on nous donne l'ordre de leur tirer dans la gueule avec des BD. Je comprends pas, moi. Je devrais quand même me remettre en question en tant que policier, gardien de la paix. Je suis un gardien de la paix, je suis pas un gardien de l'élite sataniste, non? S'il y a des policiers qui m'écoutent là, vous y avez réfléchi à ça? Vous êtes des gardiens de la paix, pas des gardiens de l'ordre rothschildien satanique qui font des partous avec des gosses, qui les bouffent pendant qu'ils pillent vos comptes en banque et qui mettent votre pays à genoux par la dette. Vous avez réfléchi à ça? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce mec? De quoi? Comment ça? Qui c'est qui fait des partous avec des enfants et qui nous pille avec la dette? Le système rothschildien, tu sais?
où il y a toutes les hautes sphères maçonniques. Demande à ton commissaire, tu vas voir, il t'expliquera ce que c'est la franc-maçonnerie. Il connaît bien, lui. Tu me crois pas? Hein? T'es policier, tu sais pas? Ah, t'es con, t'es con. T'es con, mon mec. Alors t'es tellement con. Oui, parce qu'il y a des policiers qui sont très cons. J'ai pas dit que tous les policiers étaient cons. Attention, je n'ai pas dit ça. N'allez pas commencer à me dire. Mais oui, si t'es policier, tu réfléchis pas au fait qu'on t'interdit de taper sur des gens dangereux dans les cités et qu'on t'autorise à taper sur des pauvres gens qui manifestent parce qu'ils ont plus de quoi remplir leur frigo, un coup de LBD dans la gueule, et que tu n'es plus un gardien de la paix, tu es un gardien de l'ordre, de la dictature et de l'ordre maçonnique satanique, c'est ce que tu n'es plus un gardien de la paix, d'accord? Tu es un gardien de l'ordre immoral, tu es un gardien de Satan, c'est ça ce que tu es devenu. Eh ben, j'en veux pour preuve, par exemple, ce qui vient de se passer encore, tiens d'ailleurs dans une cité, hein, où là je vais carrément vous dire que je ne prends pas du tout la défense des flics. Vous savez, ce fameux fait divers, hein, c'est un fait divers, on appelle ça comme ça, hein, où la police a dit, ils ont fait peur à quelqu'un dans une cité, pendant une interpellation en Seine-Saint-Denis, vous êtes au courant, hein, dans laquelle des policiers tiennent des propos super racistes. Hein. Visiblement, il y a un mec qui a eu peur, il a sauté dans la flotte, il a sauté dans la Seine pour échapper à l'interpellation. Et les flics qui étaient filmés se sont marrés. Ils ont dit comme ça, un bico comme ça nage pas, ils ont dit. Je vous ai dit que parmi la police, il n'y a pas que des cerveaux. Hein. Non seulement ils ne sont pas des cerveaux, en plus ce ne sont pas des gens respectueux, il y a beaucoup de racistes, et parmi les CRS, c'est que des gens qui rêvent de vous casser la gueule. C'est quand même des gros blaireaux de base, des gros bœufs de base, racistes, d'accord, mais qui obéissent quand même à un gouvernement qui a tout fait pour qu'on se retrouve dans cette situation. Donc finalement, pour en venir, globalement, je ne vais pas vous dire ce que je pense en conclusion des forces de l'ordre françaises, mais enfin je viens de le dire quand même. Pour moi, c'est quand même des gros bêtas. Voilà. Méchants et violents. Hein, je passe à un autre sujet parce que c'est... voilà. Alors, il paraît que le tabac, il paraît que la cigarette nous protégerait du coronavirus, du dent. Oh bah vite, mettons-nous à fumer alors. Hein? Ouais. Sur je ne sais plus combien de milliers de cas de coronavirus, seulement 93 étaient fumeurs. Enfin, sont fumeurs. Ça veut dire qu'en fait... les fumeurs, ils ont vachement de chance, ils sont immunisés contre les virus, dis donc. Oh, c'est bizarre ça, on nous l'a jamais dit. Par contre, des scientifiques détectent que le coronavirus peut se balader sur des particules d'air pollué. C'est quand même étrange, parce que moi, on m'a toujours appris que justement les virus, les bactéries, dans un environnement de fumeurs, par exemple dans un pub, à l'époque où on avait le droit de fumer dans les pubs, les pianos-bars, les restos, les boîtes de nuit, dans un environnement très saturé en fumée de cigarettes, c'était vecteur, justement, porteur de virus, porteur de germes, porteur de bactéries. On me l'a toujours dit, moi, ça. Le nombre d'angines que j'ai chopé, moi, à chanter dans ces endroits-là, je peux en témoigner, hein, depuis que les gens ne fument plus. C'est bizarre, je n'attrape plus d'angines, moi non plus, donc. Mais le coronavirus, si tu fumes, tu ne vas pas l'attraper. Encore une fois, je vous dis, tout est fait pour noyer le poisson, d'autant que, pour parler du confinement, l'OMS dit ne jamais avoir conseillé le confinement contre le coronavirus. Alors pourquoi est-ce que nous on est confinés? C'est quand même bizarre ça. Alors vous allez me dire, mais Jim, il faut savoir, tu dis que l'OMS dit des conneries, et maintenant tu cites l'OMS disant que finalement ça aurait été mieux de pas qu'on nous confine pas. Oui, mais bon, l'OMS ne dit pas que des conneries, elle dit des conneries quand elle est complètement sous l'emprise de Bill Gates. Ce qui est le cas à 95% du temps. Mais là, elle dit non, nous on a dit que le confinement, non, nous on apprenait l'isolement, comme on fait les Vietnamiens. C'est-à-dire quelqu'un de malade, on ne le renvoie pas chez lui. Hein. Là, on a confiné tout le monde, les malades et les personnes saines dans la cellule familiale, dans les mêmes maisons. Ce qui est totalement débile et bien entendu... Alors oui, ça peut avoir un résultat, c'est que ça évite effectivement le virus de se propager davantage, mais les gens qui étaient malades et qui l'avaient déjà contracté, l'ont fatalement passé à la famille. Hein, ce qu'il ne fallait pas faire dès le départ, il fallait pratiquer l'isolement.
Et la Nouvelle-Zélande se met à déconfiner, hein, sans problème, 0 mort en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être y arriver, nous, à s'en sortir vivants dans cette histoire. Hein, bien sûr, je rigole. Alors bon, dans cette histoire de confinement, vous avez vu qu'il y a moyen de contester les amendes. Hein. Il y a ce fameux avocat qui a trouvé une faille donc, et qui vous explique que le confinement n'est pas légal et que donc les amendes sont discutables. Donc il va falloir surtout ne pas payer les amendes qu'on vous a filées et deuxio commencer à saisir la justice sur cette affaire et demander votre remboursement si vous avez déjà payé. Voilà, parce que c'est illégal. Hein. Donc il y a des tas d'injustices qui ont accompagné ce confinement. Je ne vais pas citer encore cette pauvre vieille dame qui vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur d'avoir des choses comme ça. C'est plus que mal au cœur, c'est révoltant. Alors pendant ce temps-là, on nous dit, bah, alors c'est génial, parce que la grippe a disparu, évidemment. Oh, c'est extraordinaire. Oui, parce qu'en France, il y aurait 22 856 décès au total, là, en 2 mois, là. 22 856 décès. Oh, le coronavirus a tué, dis donc. Oh, merde. Plus les décès de la grippe, les 8000 décès par an aussi, en plus, alors? Non. Il n'y a pas, cette année, il n'y a pas de mort de la grippe. Disparu. La grippe a pu de grippe. Ah bon, alors si on attrape le coronavirus, on n'attrape plus la grippe? Ben non, tu vois, visiblement. C'est bizarre quand même. Pas merde alors. Hein? C'est bizarre. Enfumage. Je sais pas quoi vous dire de plus, moi. On nous ment à un degré qui est assez phénoménal. Hein. En 2020, donc on nous dit la moins de morts cette année de la grippe. Bah oui, on a remarqué, on n'en a pas parlé du tout. Mais moi je pense plutôt que les 8000 morts de la grippe de cette année sont passés sur le compte du coronavirus. Hein, pour gonfler le chiffre à 22 000 victimes. Voilà. Sachant qu'on sait pertinemment que la majorité des gens qui sont morts à cause du coronavirus avaient déjà des pathologies avant. Hein, donc, alors, puisqu'on parle de la grippe, je vais vous présenter Connard Ier. Hein. Connard Ier, c'est un scientifique. Alors, source Wikistrike, hein, Wikistrike, et non pas Lucky Strike. Ne confondez pas Wikistrike et Lucky Strike, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est bon pour la santé et l'autre qui ne l'est pas. À Houston, hein, pour la première fois, écoutez bien, parce que là, c'est le pompon, ça aussi. Pour la première fois, des scientifiques de l'université du Texas ont réussi à infecter des chauves-souris avec une souche de grippe humaine, en disant « cela leur servira de leçon à ces connasses de chauves-souris ». Non, vous rêvez pas, je déconne pas. Les chercheurs espèrent que l'infection grippale se répandra rapidement et deviendra bientôt une pandémie mondiale pour les chauves-souris. Je déconne pas. Écoutez ce qu'ils disent. Nous avons commencé nos recherches dès qu'il est apparu clairement que le coronavirus était passé des chauves-souris aux humains. Pour vous dire le niveau. Hein. Explique le professeur Ian Levitchoff. Tiens donc. Et ensuite il dit, il était clair pour nous que ce dont l'humanité avait maintenant besoin était une vengeance. Une douce vengeance. Et il semble que nous soyons parvenus. Hein, parce qu'une fois qu'ils ont réussi à infecter 5 chauves-souris avec la grippe, les animaux semblaient léthargiques. Ils toussaient fréquemment et présentaient une augmentation de leur température corporelle. Se réjouit le professeur Levitchoff. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà ce que j'ai à dire sur la situation. Ouais. Pardon. Je sais pas comment on peut être con à ce point-là. Comme quoi, ça prouve qu'on peut être chercheur scientifique, manipuler des seringues toute l'année, et être con, mais être con. Je pense que lui, il pourrait faire partie de la plutosphère, tu vois, par exemple. À un degré de connerie pareil, ça mérite des baffes dans la gueule. Non mais honnêtement, si vous croisez ce mec, de ma part, faites-lui la tête en 4 épisodes. Parce que, je suis pas violent, hein, mais j'aurais pas de mal à défoncer la tronche de ce connard. Voilà. Allez balancer la grippe volontairement dans les chauves-souris dans le but d'espérer créer une pandémie parmi les chauves-souris. Par vengeance, parce que ce serait les chauves-souris qui nous auraient transmis le coronavirus. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a d'autres connards, ça doit être certainement la même équipe,
qu'on fait le lien de cause à effet. Ils ont dit, ah bah tiens, on a trouvé le coronavirus humain chez les chats. Donc les chats peuvent aussi nous filer le coronavirus. Du coup, c'est la catastrophe. Alors je tiens à vous le dire, c'est une catastrophe absolue, hein, même en France. Hein, les gens abandonnent leurs animaux domestiques, hein, en ce moment, à l'heure où je vous parle. D'abord parce qu'il y en a qui les abandonnent parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer la bouffe pour leur chien ou leur chat. Et il y en a d'autres qui pensent que les animaux pourront leur passer le virus, donc ils s'en débarrassent. Ben, je vais vous dire un truc. Quand on est réduit à ce degré de connerie, on ne mérite pas d'avoir un animal de compagnie. Voilà. Vous ne méritez pas votre animal de compagnie. Donc, il sera probablement mieux soit euthanasié qu'avec vous, et il sera mieux avec une autre famille en tout cas. Parce que vous êtes des connards. Voilà. Alors, je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens de continuer à entretenir un animal, encore une fois, je le répète, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans la SPA du coin, trouver des associations qui vont vous aider, vous filer des croquettes. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, ça serait bien de monter les croquettes du cœur pour justement les SDF ou les gens qui sont en précarité, qui ne peuvent plus nourrir leur animal de compagnie, mais qui ne veulent pas s'en séparer. Sachez qu'un animal, ça peut se contenter de très peu en nourriture. C'est pas obligé d'être obèse. Ça peut se contenter de très peu de nourriture. Dans la nature, un animal mange très peu. Donc c'est pas la peine de lui filer tous les jours 300 grammes de croquettes. S'il lui en filer que 60, 80 ou 100 grammes, il va s'en sortir largement. Hein. Le but du jeu, c'est que si vous l'aimez et que lui est attaché à vous, c'est de ne pas vous en séparer. Hein. La bêtise humaine. La bêtise humaine. Je pense qu'on se débarrassera des virus, des bactéries, des infections, de tout ce qui peut même nuire à la santé de l'humain. On se débarrassera de tout ça avant la connerie humaine. La connerie humaine est quelque chose qui existera tant qu'il existera des humains. Je crois que la connerie est vraiment le pire des fléaux sur cette planète. La connerie, l'ignorance, la méchanceté, la médisance, la jalousie. Bref. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors pendant qu'en France on est encore en train de faire des recherches scientifiques sur les résultats de la chloroquine, Macron a dit, non, le professeur Raoult est un grand professeur, mais non, nous ne sommes pas sûrs, hein, nous ne sommes pas sûrs que ça va fonctionner la chloroquine, donc non, nous faisons des études. Nous espérons voir cette étude faire ses conclusions avant le mois de décembre. Pendant ce temps-là, les gens vont mourir, c'est pas grave, de toute façon, non, ils n'ont pas le droit, même les masques, on est en train de faire des études. On est en train d'étudier, savoir si les masques fonctionnent ou pas. Hein. En attendant, vous n'avez pas le droit d'en avoir. Ah bah non, vaut mieux. Ah bah non, on va pas vous donner une chloroquine alors que ça pourrait être dangereux, et on va pas vous donner des masques alors que ça pourrait vous empêcher de respirer. Non, vous n'avez pas le droit d'avoir de masque, et vous n'avez pas le droit d'avoir de chloroquine. Hein. Pour le moment, ah bah non, on fait des études, hein, nous. Comment les autres pays du monde entier ont réussi, eux, à sauver leur population grâce aux masques et à la chloroquine? Oui, mais c'est les autres, ça marche pas avec nous. Non, les Français, c'est différent. Ah bah non, nous avons un plan pour la France. Ah bah nous voulons d'abord, primo, nous débarrasser des personnes âgées, hein, puisque on sait que cette pandémie du coronavirus a touché en particulier 85% des personnes qui sont mortes du coronavirus avaient plus de 75 ans. Donc vous vous rendez compte, le résultat est obtenu. Ah bah, avec Bill Gates, on est heureux, c'est ce qu'on voulait. Hein. On n'espérait pas tant. Mais les autres pays, non, ne nous concernent pas. Ah, des chercheurs algériens, non, des docteurs algériens ont dit que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quasi totale efficacité de la chloroquine sur le coronavirus, ils ont dit? Des Algériens. Oui, mais bon, c'est des Algériens, ça marche, vous savez, on ne les prend pas au sérieux, nous, en France. Comment? La Chine aussi? Oui, mais bon, la Chine. Ils n'arrivent même pas à adresser une chauve-souris, on va pas écouter la Chine, enfin, franchement, la Chine, les mecs. Pourquoi pas la Corée du Nord? Non, la chloroquine ne fonctionne pas, non. Nous, on l'a testé sur des patients en phase terminale, pour le moment. Ils sont morts, hein. Non, la chloroquine ne marche pas chez nous. Non. D'ailleurs, le professeur Raoult risque de se faire rayer de l'ordre des médecins. Hein. Je lui ai quand même dit. Je lui ai dit, Didier, t'es un bon, mais tu vas te faire décacher parce que tu fais des conneries avec ta chloroquine. Bah, t'as sauvé les gens. T'as sauvé des gens à la Timone. Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait sauver les gens? On t'a dit non, Didi. On t'a dit non. On t'a dit, les vieux, nous, il faut qu'ils disparaissent. Dans les EHPAD, on donne du Rivotril, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sauves les gens. Ah bah non. Alors peut-être que dans les autres pays, alors là,
Peut-être que dans les autres pays, les dirigeants veulent sauver leur population. Et dans ces cas-là, oui, ils donnent des masques, de la chloroquine. Oui, bien sûr, ils vont pas donner du Rivotril, ça va tuer les gens. Dans ces cas-là, bien sûr, ils leur donnent pas. Mais nous, en France, non. Nous, en France, on donne du Rivotril, on donne de la chloroquine seulement aux personnes qui sont en phase terminale quand on sait que ça va pas marcher, et surtout pas de masque. Surtout pas de masque, enfin, voyons. Vous avez compris, je suis sarcastique. Je me suis mis dans la peau de Macron. Voilà. Macron, sort de ce corps, s'il te plaît, merci. Je sentais quelque chose qui me chatouillait derrière pendant qu'il était en moi. Alors, oui, je suis un peu en forme aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Je suis en pleine forme. Hein. Alors, pour en revenir au masque, enfin, pour en revenir à l'efficacité des douanes, d'abord françaises, il faut quand même leur rendre hommage. Ah ben moi, je leur rends hommage. Hein. Les douanes françaises, les forces de l'ordre françaises sont extrêmement efficaces. Ils ont réussi à saisir, hein, alors attendez, il faut que je retrouve l'article, voilà, dans un pavillon de Seine-Saint-Denis, hein, alors c'est pas les douanes, pardon, c'est la police, c'est la gendarmerie, dans un pavillon de Seine-Saint-Denis, saisi record de 140 000, ah j'allais dire tonnes de cocaïne, non, 140 000 masques. La gendarmerie française a l'ordre de confisquer, de saisir les masques. Il paraît-il, il y en avait pour 80 000 €. Donc en fait, la police française est payée à l'heure où je vous parle. Police, gendarmerie, c'est pareil, on s'en fout, on voit pas la différence, nous. C'est des connards pour nous, hein, tous. Ils sont payés et ils obéissent pour obéir à un ordre qui est d'aller dans Seine-Saint-Denis, non pas dans les quartiers pour aller y faire régner l'ordre ou confisquer les tonnes de drogue, etc., qui se passent par les économies parallèles qui circulent dans ces régions. Non. Ils y vont avec l'ordre de saisir les masques. Et oh, mais il y a pas de quoi, il y a de quoi se taper des barres. Non mais il vaut mieux en rire parce que sinon c'est la révolution. D'ailleurs, je sais pas ce que vous attendez. Je vous le dis franchement. Ah bon, on me dit oui mais toi tu donnes des conseils aux gens, tu leur dis qu'est-ce que vous attendez pour faire la révolution et toi pourquoi tu le fais pas? Et parce que moi je suis pas en France. Je suis français mais je suis pas en France. Et moi ma révolution je la fais ici là. Je suis en train de la faire ma révolution tous les jours. Ma femme me dit quand est-ce que tu viens bouffer? J'en ai un peu ras-le-bol que tu fasses ta révolution devant ton écran. Je fais ma révolution devant mon écran, je suis en train d'essayer d'influencer des milliers de personnes à se rebeller. Ça s'appelle faire la révolution quelque part, ça s'appelle être une tête pensante de la révolution. Bah ouais, je sais, ça dérange, mais c'est comme ça. Parce que les têtes pensantes sont pas celles qui se battent. Hein. Et moi, à 53 balais, je vais pas aller sur le terrain, me friter avec un quart de CRS hyper rembourré avec des BD qui vont me tirer en pleine gueule. Non, ça m'intéresse pas. Je vais continuer. Hein. Crack économique monétaire global. Ah, bah voilà la bonne nouvelle, Jim. Oui, c'est la meilleure nouvelle de l'année, celle-là. Hein. Bon, alors vous l'aurez compris, hein, on bien sûr, on arrive à un stade où la situation est très très grave au niveau économico-monétaire. Hein, donc, un crack économico-monétaire, voilà, nous dit-on occidental. Oui, c'est bien, c'est très important. Occidental est en cours. Et non pas mettre en cours. Comme vous pouvez le voir, l'eurozone, ça s'écroule. Alors le PMI, c'est l'indice. Alors, vous allez voir que la définition du PMI, l'indice PMI, c'est le Purchasing Managers Index, c'est l'indice des directeurs des achats. Donc c'est un indicateur utile pour le PIB, car le PMI est plus rapide et donne un meilleur aperçu des chiffres trimestriels du PIB. Voilà, donc la Suisse, voilà, moins de 45, la France, moins de 35, la Grande-Bretagne, on arrive à moins de 35, les USA, on arrive à moins de 40, l'effondrement monétaire, il est accompagné bien entendu, alors l'effondrement économique que vous pouvez voir ici, donc sur la chute du PMI de tous ces pays que je viens de citer, qui passe de 55 à moins de 40, c'est énorme, hein, ça va bien entendu engendrer un accompagnement, un effondrement monétaire, et aussi sociétal, bien entendu, hein, pénurie, ruine, etc. Donc, toute la zone euro et la zone dollar, vous l'aurez compris, c'est la fin. Parallèlement à ça,
la Chine va s'en sortir. Comme vous pouvez le voir, ils ont pris un gros pic, hein, ils sont descendus à quasiment 37 aussi au niveau du PMI, hein, mais ils sont déjà remontés, ils vont remonter à plus de 50, donc ils vont remonter à leur taux normal. Donc la Chine s'en sortira. Hein. Voilà, donc c'est ce que je disais que la Chine s'en sortira économiquement bien plus vite que nous, et bien avant surtout. Donc il faut s'y attendre, hein. Il faut s'y attendre, et voilà. Alors, ponctionnement de vos comptes en banque est prévu. Je vais vous dire ce qui est prévu aussi, c'est énorme. Voilà, donc parce que je vous le dis, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu l'article sur CNews qui est passé, mais ce que le patron pourra demander aux employés, donc hein, dès le déconfinement. Donc travailler le dimanche, ça sera possible quand on vous le demande. Travailler 7 jours sur 7, ce sera possible. Réduire le temps de repos, c'est possible. Ça veut dire qu'en fait, les 35 heures, les RTT, la petite balade du dimanche et du vendredi après-midi ou du mercredi après-midi, c'est fini. Adios. Votre petit footing là, fini. Votre petite balade avec le toutou, fini. Des esclaves? Oui. C'est ce que vous allez devenir. Alors vous l'étiez déjà plus ou moins, mais là oui, complètement. Hein. Vous allez travailler 7 jours sur 7, ne plus avoir de RTT, ne plus avoir de congé du tout, et travailler le dimanche. Jusqu'à je ne sais pas quand. En général, vous savez, quand on met des mesures dites provisoires, vous savez qu'en général, elles restent définitives. Il va falloir se battre. Mais je dis ça comme ça. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai montré un petit interview qui a eu lieu à la Maison-Blanche, dans la salle des interviews de la Maison-Blanche, où on voyait un journaliste dire, selon une étude récente, le coronavirus, c'est du bidon, tout ça. Là, c'est un hoax total. Et son partenaire lui répond, de toute façon, nous, on est déjà tous vaccinés. Et c'est marrant, vous ne m'avez pas fait un commentaire sur ça. Vous m'avez fait 0 commentaire sur cette information que j'ai jugée primordiale. Le mec lui répond, de toute façon, nous, on est déjà tous vaccinés. What's up, Johnny? All right, man. What do you know, baby? You can take out the mask, Doug. The case fatality rate's like 0.1 to 0.3 according to Is it really? That's reassuring. USC. Everybody here's been vaccinated anyway. Ça vous a pas paru étrange? Ça confirme ce que je dis. Il existe bien déjà un vaccin. Hein. Et donc, tout était bien entendu totalement orchestré. Je vais y venir. Pendant que le porte-parole de Trump, alors le nouveau porte-parole de Trump, hein, Michael Caputo, alias Michael Caputo, bon, il a défoncé littéralement Rothschild et Soros, hein, en disant que le 17 mars, en réponse à David Rothschild, un économiste qui critique souvent Trump, et l'accuse de vouloir assassiner des gens pour rester au pouvoir, Michael Caputo a déclaré que Rothschild est un sphincter élitiste inné dont la famille a soif de contrôle. C'est une des raisons pour lesquelles il ment constamment au sujet du président Trump. Écoutez bien. Il a dit « L'agenda politique de Soros exige une pandémie ». Non mais vous vous rendez compte, hein. Enfin bref, il les a défoncés, quoi. Et donc, vous voyez que même dans les hautes sphères du pouvoir américain, on est complotiste, puisqu'on accuse Soros, on accuse Bill Gates et on accuse les Rothschild. C'est bizarre quand même, on retrouve toujours ce trio, hein, le trio d'enculés, en fait. Ouais, on peut les appeler comme ça, hein, parce que c'est même encore un peu faible, hein, je trouve. Là, on a vraiment affaire à des... C'est pas des fils d'eux, c'est pas des... Non, on a affaire aux serviteurs du diable, hein, directement. Ce sont des psychopathes, tous les trois, pour garder le pouvoir. Alors, il n'y a pas que, bien entendu, il n'y a pas que, préservez-moi d'une telle erreur. Non, il n'y a pas que. Il y a la Fondation Rockefeller, par exemple, qui avait tout prévu depuis 2010. La Fondation Rockefeller qui nous explique depuis 2010 que dès qu'il y a soulèvement populaire, dès que les gens commencent à se rebeller, parce qu'ils estiment que, merde, quand même, l'essence, c'est cher, on travaille trop, on paye trop de taxes, les gens ils commencent un petit peu à râler, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on leur sort une épidémie. On leur sort le sida, on leur sort le Ebola, et puis là les gilets jaunes, ça faisait 1 an et demi que ça durait, ça commençait à se répandre un peu partout sur tous les autres pays, et ils ont dit non mais attends, on va pas les laisser comme ça quand même. Qu'est-ce qu'ils vous ont balancé? Je sais pas, c'est vous qui voyez. Hein? Ça c'est la Fondation Rockefeller, hein, qui s'amuse à ça. Vous savez, la fameuse lockstep dont j'ai parlé déjà dans une vidéo précédente. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent que je dis des conneries, mais bon, c'est les gens qui vont pas vérifier ce que je dis. Si vous allez vérifier, vous allez dire « Tu vois, c'est plus ça. Dis-moi, chérie, on va arrêter le Gervita, hein.
Parce qu'il semblerait quand même que ça nous maintient dans un état de léthargie. Là, je viens de tomber sur un article de l'autre con, tu sais, Jim Leveilleur, le con. Tu sais, le mec qui n'y connaît rien en vaccin, le mec qui dit qu'il a 143 de QI alors qu'il sait rien faire, tu sais, le mec, il se prend pour un musicien, il nous fait croire que la crypto-monnaie, ça rapporte de l'argent, enfin. Tu sais, le fou, là. Ouais, mais il a dit un truc intéressant sur Soros. Moi, j'ai cru qu'il disait des conneries, comme d'habitude. Je suis allé voir, hein. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Même sur Rothschild, il dit que c'est à cause de Rothschild si la France aujourd'hui est à plus de 100% d'endettement du PIB à cause de la loi 73, je sais pas quoi. Je suis allé voir, chérie. Mais tu sais quoi? C'est vrai. Dis donc, ça fait 50 ans qu'on nous prend pour des cons, chérie. Mais attends, on va arrêter le Gervita, je crois. Non, on arrête le Gervita. Moi, j'arrête. Hein. Je vais quand même creuser parce qu'il me semblerait que il n'y a peut-être pas que des conneries dans ce qu'il dit. Hein. Alléluia, mes amis, alléluia. J'adore ce monde, Alors, les stars du football, les stars du foot français, elles sont au chômage technique, dites donc. Ils peuvent plus toucher leurs 80 millions par mois. 80 millions, j'exagère. Ils peuvent plus toucher leurs 800 000 euros par mois de paye. Bah ouais, alors ils sont dans la merde, il paraît. Alors, il y a une allocation plus généreuse pour eux. Oui, il y a une allocation pour les joueurs de football professionnels. L'OM, l'OL, etc. Concrètement, le club indemnise ses joueurs, ses secrétaires, ses kinés. Ça se comprend, ils sont quand même moins bien payés que les joueurs. Hein. À 70% de leur rémunération brute, dis donc. C'est quand même génial hein, d'être footballeur. Hein. En fait, en réalité, c'est 84% de leur rémunération, alors 84% du net, en net. Hein. Puis l'État rembourse dans la limite de 4 850 euros par salarié, par joueur. Donc non seulement les joueurs touchent 70% de leur paye à ne rien glander, mais en plus ils ont 4 850 euros chacun de l'État. Alors on nous dit non, mais là non, c'est pas vrai, parce qu'en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui gagnent 6 000 euros. Derrière, ce sont les clubs qui vont devoir payer. Ah, alors si les footballeurs ne gagnent pas 6 000 euros, ils vont quand même toucher minimum déjà 4 850 euros déjà de l'État. Oh, c'est génial. Pour des gens qui n'ont peut-être jamais cotisé à aucune caisse française, des joueurs qui viennent de pays, on ne sait d'où, hein, des fois. Le gain, moi je trouve ça extraordinaire. Je sais pas ce que... L'indemnisation versée par l'État au club ne représente qu'une infime partie du salaire brut mensuel d'un joueur, estimé en moyenne à 212 000 euros. Hein, par exemple, à l'OM, selon le journal sportif L'Équipe. Hein, oui, les joueurs ne gagnent pas 6 000 euros, non, ils gagnent 212 000. Chérie, tu sais quoi? L'autre con, là, tu sais, ouais, Jim le branleur, là, ouais. Il dit que les joueurs de foot, ils sont payés 212 000 euros par mois et que là, pendant le confinement, en plus, ils ont une prime de l'État de 4 800 euros chacun, dis donc. Hein? C'est vraiment... Alors, j'ai été voir. Tu sais quoi? Ben, c'est vrai, dis donc, ce qu'il dit. C'est pas que des conneries. On a encore un peu de thunes, nous, pour acheter notre Gerbita ce mois-ci, ou parce que là, on est le 27 du mois, et ça fait quand même déjà une semaine qu'on n'en a plus. Hein. Mais du coup, j'ai ouvert les yeux. On nous prend pour des cons, chérie. Je crois que je vais arrêter de suivre l'OM, l'OL, le match de foot, parce que je viens de m'apercevoir que ça servait strictement à rien de suivre ce sport de merde, complètement... Voilà. En fait, c'est un sport qui nous sert juste à nous divertir, pendant que ce temps-là, on nous encule par derrière. Ça, les viens de comprendre. Pendant ce temps-là, l'annexe 8 et 10 des intermittents du spectacle, je l'ai été quand même pendant plus de 15 ans, je tiens à dire à mes amis intermittents, même s'il y en a très peu qui m'écoutent, que, à mon avis, vous n'allez pas survivre longtemps avec votre régime intermittent du spectacle, annexe 8 et 10. Je dis ça comme ça. Ça n'étonnerait absolument pas que vous soyez dégagés dans les premiers. Alors attendez-vous soit à changer de métier, soit à devenir auto-entrepreneur. Enfin, quoi qu'il en soit, préparez-vous à devenir SDF. Je dis ça comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que, oui, ici, il y a Castaner qui a dit le dispositif anti-coronavirus, le dispositif de traquage des Français, sera accepté par tous les Français. Alors Christophe, je tiens à te dire, non. Alors comment ça s'est passé dans la salle de réunion des ministres?
Bon alors, Christophe, il était en train de jouer aux cartes, il était là, pardon, qu'est-ce qu'il y a Manu? Christophe, tu vas passer un dispositif de traquage, de tracking des Français, hein. Il faut qu'à partir de maintenant, tous les Français qui sortent, il faut qu'on sache absolument ce qu'ils font, où ils vont, hein. Et surtout, tu les empègues. Ah, je les empègue, elle est bonne celle-là. Je vais les empéguer, moi, tout ça, tous ces Français, moi je les empègue tous. Et ouais. Oh Manu, tu sais quoi, je te dis banco. Merci pour cette opportunité de pouvoir empéguer aux Français. Je vais tous les empéguer, ces enculés de Parisiens, tu vas voir ce que je vais me faire. Alors la France, une commission indépendante valide sous condition un dispositif de traçage anti-coronavirus. Une commission indépendante valide. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette commission indépendante qui se permet de valider des dispositifs? C'est étrange, c'est quoi cette commission indépendante? Indépendante de qui? Indépendante de quoi? Hein? On ne sait pas. C'est une commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, qui a entériné dimanche sous condition un dispositif prévu par le gouvernement français pour retracer les contacts avec les personnes infectées par le coronavirus, afin de freiner la propagation de l'épidémie. C'est-à-dire un mec a eu le coronavirus, bon, on l'a testé, déjà ça risque pas d'arriver en France, on ne teste personne quasiment. Bon, le mec on l'a testé, il est positif. Ah, il a un numéro de téléphone monsieur, vous avez votre téléphone? Oui, c'est quoi votre numéro? D'accord. Le mec il part avec son téléphone, il rentre chez lui. Tous les autres numéros de téléphone qui sont autour de celui-là, vous êtes traqués. Et potentiellement la police pourra, selon les désirs de Jacques Attali, venir chez vous directement, vous chercher, vous mettre en isolement. Monsieur, vous avez été en contact avec la personne qui est malade du coronavirus, hein? On l'a vu sur votre téléphone, vous étiez à côté l'un de l'autre, hein? Alors vous allez nous suivre, monsieur. Voilà ce que c'est le traçage anti-coronavirus. Voilà comment on va venir enlever vos gosses, comment on va venir enlever vos grands-mères, vos grands-pères, les mettre en isolement et leur donner du Rivotril pour les achever. Voilà mes amis, ce qui pourrait éventuellement arriver dans un scénario catastrophe, évidemment j'exagère, hein? J'exagère toujours. Bref, alors, pour ceux qui veulent acheter du Zincoin, le Zincoin, vous savez, a fait 1800% de plus-value sur les marchés en 5 mois. 1800%. Parce qu'il y en a encore qui continuent à dire qu'on est un scam, que c'est une arnaque, qu'on a volé des gens. Je me fais encore insulter, moi. Il y a encore des gens qui me disent « T'es qu'un enculé d'escroc, t'es un salaud, j'espère que Dieu te punira, j'espère que le ciel te fera payer ce que tu as fait aux gens. » Oui, le ciel me rend ce que j'ai apporté aux gens qui ont investi dans Zincoin, effectivement. C'est-à-dire, les 1800% qu'ont gagné les gens qui ont investi dans Zincoin grâce à moi, effectivement, me le rendent. Et le ciel me le rend aussi, puisque je touche une commission là-dessus et que je suis aujourd'hui à l'abri du besoin. Donc, merci pour tes vœux. Tous les gens qui ont investi de ma part, aujourd'hui, ont gagné plus de 10 fois leur mise. Connard. Alors, le Zincoin, pour ceux qui veulent en acheter, en passant par moi et faire partie de ma communauté, c'est jusqu'au 30 avril, minuit. Le 30 avril minuit, c'est dans 3 jours. Bah oui, c'est vendredi. Vendredi, minuit, c'est fini. Vous ne m'écrivez plus pour me demander comment acheter du Zincoin. Terminé. De toute façon, je referai une vidéo pour le dire. Pour la nouvelle crypto qu'on va sortir, le ZIRI, regardez ma vidéo déléguée au ZIRI, s'il vous plaît, et donc au futur projet du Zincoin. Vous m'écrivez non pas à jimleveilleur@gmail.com, mais à jim@ziri.io. L'adresse, de toute façon, je la mets en dessous de cette vidéo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. J'espère.